Bonjour à tous, me voici prêt. J'ai mon café pour les questions Patreon d'avril 2019. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, si vous voyez cette vidéo en premier, c'est que vous le savez. Eh bien, j'ai décidé de mettre une partie de mes informations et de faire des questions-réponses et des vidéos uniquement pour des gens qui participent à Patreon ou une toute petite partie des articles sont accessibles à tout le monde, mais où la majorité demande en fait une petite donation, enfin un abonnement, on va dire ça comme ça, de 1 dollar par mois. On peut donner plus, 3 dollars, 5 dollars, 50 dollars, 10 millions de dollars, enfin faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est simplement pour filtrer un petit peu, trier, donner une primeur, donner un petit bonus à ceux qui veulent me soutenir un peu plus. Alors, c'est pas une question d'argent, c'est une question de filtrage. Vous imaginez bien que je n'ai pas besoin de... Aujourd'hui, on est à 200 abonnés par mois. Vous imaginez bien que je n'ai pas besoin de 200 dollars pour vivre. Mais pour vous, pour 1 dollar, ça vous donne accès à une certaine information. Alors, j'avais proposé, et je rappelle également que vous pouvez, pour 50 dollars ou 50 euros, sponsoriser une question publique pour tout le monde. Alors, voilà, c'est comme ça. Alors, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que 50 dollars, c'est pareil que 50 euros? Je dis oui, et donc deuxième question. Mais sérieusement, voilà, vous pouvez poser une question et à laquelle je répondrai assez longuement, une demi-heure, 1 heure, ça dépend de ce que je veux. Alors, on a une série de questions, je les lirai en même temps que vous et je vais essayer d'y répondre. Alors, on commence tout de suite par une question bien polémique, c'est que penses-tu du voile? Alors, j'imagine on ne parle pas des voiles du bateau, ni des gens qui sont à voile et à vapeur, mais on parle du voile islamique. C'est-à-dire que. Alors, moi, je veux dire deux choses. La première, c'est que je pense que le voile intégral, où on ne voit pas le visage, c'est totalement à interdire. Ce n'est pas dans la culture. Certainement pas en Europe, mais enfin, pour des raisons de sécurité et d'identité, nous devons voir le visage des gens. Ensuite, que les femmes musulmanes qui décident ou sont obligées de porter un voile pour couvrir leurs cheveux ou couvrir leur corps, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où on voit le visage. Et en plus, ça nous montre le nombre de cette croyance qui se propage dans nos contrées. Mon problème est le suivant, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous êtes citoyen d'un pays, euh, vous avez un pouvoir politique, et ce pouvoir politique va vous permettre de changer la culture, de demander des avantages, etc., etc. Et en fait, moi je suis contre le fait que des personnes musulmanes aient un passeport, un droit de vote, une citoyenneté des pays où je vis, et non notamment, enfin pas où je vis, dans le sens, si j'habitais en Arabie Saoudite, je dirais pas la même chose évidemment, ce serait moi à l'étranger. Mais je pense que la religion musulmane est en fait subversive, conquérante, et ne peut pas être accepté en tant que étant porté par des gens qui ont un pouvoir politique. Je pense qu'il faut simplement, si j'étais au pouvoir, je ferais une loi qui disant voilà, nous traitons très bien, nous souhaitons traiter dans le nombre que nous considérons acceptable des gens de religion musulmane. Nous sommes prêts à accepter que ceux-ci financent eux-mêmes leur lieu de culte, leur boucherie halal, etc. et leur particularité culturelle à partir du moment où elles ne sont pas en contravention avec les lois du pays d'accueil. Donc, ce sont des résidents, mais en aucun cas, parce que leur religion est subversive et conquérante, en aucun cas, ils ne peuvent avoir de pouvoir politique, et donc, en aucun cas, ils ne peuvent avoir la nationalité britannique, française, suisse, etc. C'est comme ça. À moins de prouver qu'ils quittent l'islam, et encore, il faudra voir. Mais ce serait déjà une première condition. Si quelqu'un dit voilà, je suis d'origine, je sais pas, égyptienne, mais je quitte l'islam, je ne suis pas musulman, je peux vous le prouver. J'ai fait mon service militaire, je suis né ici, etc. Éventuellement, on peut discuter, mais sinon, non, hein, absolument pas. Alors, on en est loin de ça, on en est loin, mais ça viendra, après la guerre, ça viendra. Après la guerre, s'il reste encore des gens d'un camp ou de l'autre. Guerre que je ne souhaite pas, bien sûr. Donc le voile, dans ce contexte-là, pour moi, ne me dérange pas du tout. Je veux dire, moi je suis pour l'accueil.
et le bon traitement des gens étrangers dans mes pays. Voilà. De la même manière que, d'ailleurs, je vais en Égypte dans quelques jours, et de la même manière que des touristes en mini-jupe ou en short ras les fesses en Égypte, qui est une terre musulmane, je suis contre. Lorsque l'on va à Dubaï, lorsqu'on va en Arabie Saoudite, Dubaï c'est très tolérant, l'Arabie Saoudite un peu moins, eh bien, personnellement, je ne bois pas d'alcool, je ne demande pas à manger du porc, je ne demande pas à aller dans une église, je ne demande pas à ce que ma femme ou mes filles soient habillées avec la liberté de vêtements que l'on a en Europe. Je respecte les coutumes locales et je suis bien content qu'on m'accepte en tant que touriste. Et si on me disait non, non, en tant que touriste, tu n'es pas bienvenu, ben, je n'irai pas. Je me plie aux règles des gens chez qui je vais. Alors c'est nous qui sommes faibles. En fait, l'ennemi, l'ennemi n'est pas l'immigré, le musulman, le migrant, tout ce que vous voulez. L'ennemi, c'est nous, c'est notre tolérance, nos idées devenues folles, les traîtres qui nous ont dévoyé, détourné notre civilisation. Ah, ils ne sont pas tous européens, hein, on est d'accord. Mais ces gens-là, il va falloir s'occuper d'eux, tôt ou tard. Même si on s'effondre le jour où on reconstruira, il va falloir cautériser la plaie, quoi. Et est-ce qu'à la suite, ça voudra dire qu'il y aura des territoires islamiques en Europe? Bah, probablement que oui, probablement que c'est trop tard. Probablement il y aura des parties de France, en tout cas pendant un certain temps, peut-être des décennies, peut-être des siècles, avant qu'ils soient éliminés, parce que inévitablement on ne peut pas avoir deux cultures sur le même territoire. Eh bien, il y a des livres de science-fiction à écrire là-dessus d'ailleurs, je m'en chargerai. Mais je pense que c'est plié. Il va y avoir des territoires islamiques en Europe, il y en a déjà aujourd'hui, mais même avec un effondrement, ceux-ci vont se consolider et d'une manière ou d'une autre vont survivre un certain temps. Donc, voilà ce que je pense du voile. Il faut lire entre les lignes aussi. Non, mais cela dit, ça ne me dérange pas du tout. À partir du moment où on ne peut pas être citoyen. Je veux dire, les Dubaïotes, c'est pareil, hein, ils tolèrent les mini-jupes des Européennes ou des Américaines qui travaillent à Dubaï, mais ils ne leur donnent pas le droit de vote. Ils sont pas cons, ils sont pas aussi cons que nous. Hein. Non, non, mais quelquefois, on se dit, voilà, Dubaï, je sais pas, QI moyen de 80, 85, mais en fait, ils ont un meilleur bon sens que les Européens au QI de 100. Alors, certes, les Européens sont dirigés par des gens qui sont des traîtres, on l'a dit, mais voilà. Alors, question suivante. Comment constituer un groupe et gérer des stocks quand la BAD est en campagne et qu'on habite en ville? C'est ce que je fais. C'est pas facile, ça demande des allers-retours fréquents. Le problème, c'est pas tellement les stocks, parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas stocker des produits périssables. Les produits périssables que vous faites tourner, ben, vous les gardez pour votre consommation quotidienne dans votre lieu de vie principal. Et dans votre BAD, et ben, quand vous y allez, ben, à ce moment-là, vous allez acheter au marché du coin, à l'agriculteur du coin, etc. Les stocks à plus à long terme, eh bien d'abord, choisissez-les à très long terme, prenez de la nourriture un peu longue. Donc aujourd'hui, les boîtes de conserve, c'est 10-15 ans, hein, au minimum. Et puis il y a des produits qui se conservent bien plus à long terme. Alors ça veut dire que quand vous y allez de temps en temps, eh ben, il faut entamer vos réserves. C'est plus difficile, c'est vrai. C'est vrai, c'est effectivement un problème. J'avoue que moi-même, je n'arrive pas à faire tourner aussi vite les stocks que je le souhaiterais. Et donc, mes stocks s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Alors parfois, par exemple, cette année, je n'ai rien acheté. Je n'ai absolument, donc en 2018, je veux dire, et d'ailleurs jusqu'à maintenant, en avril 2019, j'ai rien acheté ou très très peu. J'ai peu ajouté un stock. Alors personnellement, comme je suis un citoyen du monde, tu parles. Mais comme je voyage pas mal, en fait, la seule chose que je continue à faire, c'est lors de mes voyages, de ramener des trucs d'ailleurs. Par exemple, je ramène de temps en temps des boîtes de conserve, que sais-je, d'Italie. L'autre jour, j'étais en Turquie l'année dernière plusieurs fois, donc j'ai ramené des boîtes de conserve de trucs turcs, simplement pour varier les goûts, varier les plaisirs gustatifs. Et donc ça, c'est intéressant. Ok. Mais je comprends bien, vous savez, quand on travaille en ville et qu'on a une BAD à la campagne, ce qui est bien, en tout cas c'est bien d'avoir une BAD à la campagne, c'est mieux qu'une BAD en ville, ça c'est un des problèmes qui arrive. D'ailleurs, l'un de mes conseils, je vais vous donner une histoire. J'ai un ami
C'est de longue date. Et puis, un moment l'année dernière, il prend conscience. Il lit mon livre, il me dit, j'ai jamais voulu lire ton livre parce que je pensais que c'était des conneries. Maintenant, je l'ai lu. En fait, tu as raison. Ça va être la merde. Ça va être violent. Regarde les gilets jaunes. Faut se dépêcher. Dépêche-toi. Dépêche. Alors, le type, il est devenu. Voilà, il est rentré dans une des premières phases de lorsqu'on a le moment, le oh shit moment, le moment de eh merde. C'est le type est parti en vrille. Alors, moi, je lui ai dit non, mais attends, calme-toi. Regarde dans mon livre. J'explique comment y aller petit à petit, progressivement. Ah oui, non, on n'a pas le temps d'aller petit petit, ça va péter maintenant, faut se dépêcher. Moi je dis, écoute, moi ça fait bientôt 15 ans que je me prépare, ça fait 15 ans que je me dis, putain, ça devrait péter là, normalement, c'est pas possible que ça dure, et pourtant ça dure. Alors on l'explique le pourquoi ça dure, on l'explique, les gens sont crédules, on a eu un tout petit peu plus de pétrole alternatif qui nous a donné peut-être 5 ans de plus par rapport à la date fatidique qui était autour de 2020. Donc, enfin bon, on s'approche de toute façon à l'effondrement. On voit bien que nos dirigeants sont fous. On voit bien qu'ils détruisent tout volontairement. Donc, forcément, on va aller vers des années extrêmement difficiles. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive demain matin. Et puis, encore même si ça arrivait demain matin, ça n'arrive pas demain matin partout dans le monde. Et ça n'arrive pas demain matin. On ne bascule pas de la société technologique post industriel à Mad Max en 2 jours. Il faut des décennies pour arriver à Mad Max. Donc on a un petit peu le temps de se préparer, mais surtout il ne faut pas paniquer. Ce sera un des thèmes principaux de mon livre sur la peur, sur lequel je recommence à travailler après avoir écrit mon roman, qui va sortir en français d'ailleurs. Il va sortir en anglais, mais il va sortir en français avant, parce qu'on aura le temps de le traduire vite, et j'espère que vous l'aurez pour lire sur les plages cet été. Bref, le, cette, cette panique qui peut venir est une erreur. Et cet ami a fait l'erreur il a arrêté son travail, il a vendu sa baraque, il a remboursé ses dettes, ok, très bien, il a tout misé sur un départ à la campagne, etc. Il a pété un câble en fait, parce que qu'est-ce qui se passe 3 mois après, enfin 6 mois après cette réflexion, le monde s'est pas encore effondré. Alors certes, ça chauffe et ça s'approche, mais il se retrouve sans travail. En plus, comme il a démissionné, il n'a pas droit au chômage, etc. Et moi, je lui ai dit au fur et à mesure, je dis, mais non, mais fais pas ça. Plan A, plan B. Moi, enfin, je ne sais pas si vous connaissez ma théorie du plan A, plan B. Il faut toujours un plan A et toujours un plan B, et si possible d'autres plans. On en reparlera dans une question que j'ai zioté un peu après. Euh, Plan A, c'est-à-dire, tu es dans un monde qui est comme il est, c'est la merde peut-être, c'est horrible, mais t'y es. Et tu dois faire ce que tu peux pour survivre dans ce monde-là, c'est-à-dire être un bon consommateur et être un bon esclave, et donc gagner ta vie dans ce modèle. Mais comme ce monde, il n'est pas encore entièrement totalitaire, il te donne une certaine marge de manœuvre. Et donc, avec cette marge de manœuvre, tu sors les profits de ce monde, tu fais en sorte de payer le moins possible d'impôts, tu fais en sorte de réduire ta dépense, ta voilure, etc., et de minimiser ta dépendance dans ce monde, et petit à petit, tu transfères les ressources du plan A au plan B, qui va te permettre de la résilience, etc., etc. Mais tu ne peux pas tout arrêter du jour au lendemain. C'est même je veux dire, il faut des sommes colossales, il faut être à l'abri du besoin de manière totale. C'est super difficile. Donc pour la plupart des gens, je dis plan A, plan B. Et donc cet ami, il a lâché le plan A, et pour partir sur le plan B, maintenant il n'a plus de ressources. Et comme il n'a pas exactement un job que tu peux faire à la campagne ou loin, c'est très difficile. Et donc maintenant il est parti je ne sais pas s'il se rend compte, mais il est parti dans un trip du genre ouais, mais de toute façon je m'en fous, ça va planter. Donc en gros, il y a une dérive trop brutale. Et donc il faut toujours garder le plan A et le plan B. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Voilà, alors, question suivante, intéressante, de Louis. Est-ce qu'il t'arrive de perdre de l'intérêt pour ta démarche survivaliste et vouloir abandonner? Alors, abandonner, certainement pas, puisque les faits sont là et clairement, euh, on va vers quelque chose qui s'approche à un effondrement. Et à la limite, j'ai écouté Volwes récemment dire, ça m'intéresse pas tellement l'effondrement, moi ce qui m'intéresse c'est la résilience, etc. Et quelque part, il a raison. Moi je pense en revanche qu'il faut quand même comprendre la nature des effondrements à venir, parce que si tu te prépares, par exemple ça c'est le problème des gens qui sont un peu uniquement dans l'approche
permaculture et joie de vie et bonheur dans la campagne, ce qui est très bien, mais qui oublie la défense, parce que dans ce cas-là, tout d'un coup, que dire, l'État décide que finalement, t'es qu'un sale blanc de merde et que ta ferme en permaculture, on va la donner à des migrants parce que eux, c'est les opprimés, les damnés de la terre et tout ça, et puis eux, ils ont bien le droit, puisque tu leur as piqué pendant des siècles leurs ressources qu'ils n'utilisaient pas. Maintenant, elle est à eux. Et toi, tu dégages, on te met dans un HLM. Et c'est obligé parce que sinon, on te flingue. Et là, tu es dans la merde. Donc, en fait, il fallait prévoir aussi l'état dictatorial, la résistance, la guérilla éventuellement, etc. Tout ça, ça se prévoit. Tout ça, c'est un plan B, C, D, E, F. Tout ça, j'ai dans ma tête. Et petit à petit, je vous en parlerai. De toute façon, il y en a d'autres qui le font déjà. Alors, voilà. Donc, abandonner, non. Perdre de l'intérêt, ça m'arrive. Perdre de l'intérêt, c'est-à-dire qu'à un moment, comment dire, c'est pas que ce que je prévois n'arrive pas ou est retardé. C'est qu'à un moment, j'ai tellement bien fait et tout fait que, bah voilà, il suffit juste de fignoler, rôder. Oui, je travaille mon jardin, je continue à faire mes entraînements par-ci par-là. J'ai d'autres projets aussi en cours. Bon, au bout d'un moment, voilà. Et puis j'avoue que parfois il y a des cons hein, sur les réseaux internet, etc. Alors moi, je suis assez blindé, donc je les élimine ou je les pas physiquement, hein, mais je les bannis des réseaux, tout ça. Mais parfois, il y a des gens qui sont abrutis. Et puis parfois, j'ai même des amis, des gens que j'aime bien, qui font des trucs complètement cons. Et je me dis, mais putain, le mec, il a putain, plan A, plan B, les mecs. Plan A, plan B. Faut pas être débile et fou. Alors, et parfois, j'ai souvent de la remise en question. Je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de foutre les jetons aux gens? Est-ce que je fais pas peur aux gens? Puis en fait, je me dis, non, au fond, non, je propose une analyse et des solutions. À eux de voir, à eux de réfléchir par eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, réfléchissez par vous-même. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, je rencontre des gens qui sont mieux que moi dans l'analyse géopolitique, dans l'analyse pure, dans la capacité à... Il y a des gens 1000 fois mieux, il y en a des millions, des gens mieux que moi dans le potager, il y en a qui sont meilleurs que moi en tir, il y en a qui sont meilleurs que moi dans la mise en place de leur bad, il y en a qui... Et donc parfois je me dis, ouais, bah, j'ai qu'à les laisser eux, puis finalement je me dis, non, mais moi ma force c'est quand même une force de synthèse. Comme disait l'autre, il est une synthèse. C'est une synthèse. Donc parfois je me dis, ouais. Alors à quoi je remarque que, que ma motivation baisse, c'est quand je ne trie plus mes déchets. Quand dans ma poubelle, je mets de l'alu, du verre et tout mélangé, c'est que je suis dans une phase de faites-moi, vous me pétez les couilles, ça me gonfle. Et puis on y revient, puis ça m'arrive de réouvrir la poubelle et de trier manuellement un petit peu parce que bon, quand même, ça se fait pas quoi. Puis on est suisse, on est bien conditionné par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, donc ça m'arrive, hein, ça m'arrive de me démotiver un petit peu, mais c'est pas lié à, je veux dire, si tout d'un coup l'effondrement il arrive en 2030, ok, il y a du plus et du moins bien. Le moins bien, c'est que je serai dans 20 ans, je serai vieux. Le plus, c'est que ça me donne encore plus de temps de me préparer. Mais le super plus, c'est que j'ai 4 enfants, donc ça veut dire que d'ici 20 ans, ils seront sûrement mariés, etc. Donc ça veut dire que 4 enfants, ça fait 8 personnes en plus, ça fait plus leurs amis qui sont jeunes, et donc j'ai une armée. Ou ils me considèrent pour le vieux con qui, qui radote dans sa montagne parce que le superbe monde multiculturaliste marche tellement bien et qu'au fond, la puissance cognitive du Wakanda a été relâchée sur le monde et que fantastique, on va sur Mars, on a découvert l'immortalité, enfin tout ce que les savants wakandais vont pouvoir nous apporter ces prochains temps. Et puis on vivra dans l'islam, ça va être fantastique, il y aura la paix, la miséricorde, le bonheur, tout ira super bien parce que c'est comme ça. Et que moi et quelques amis, on sera en train de radoter dans nos montagnes, en train de manger de la bouffe naturelle, alors que les autres, ils auront des pilules, des machins. Qui sait? Qui sait? Alors, question suivante. Que penses-tu de la franc-maçonnerie? Alors, en fait, jusqu'à l'année dernière, je n'ai jamais connu personne qui, en tout cas, s'est dévoilé à moi en étant franc-maçon. J'ai peu de connaissances historiques sur le sujet, j'ai pas beaucoup lu, ça ne m'intéressait pas trop. C'est probablement une erreur, puisque la franc-maçonnerie est très importante, par exemple, dans la Révolution française, qui est en fait, n'oublions pas, la matrice du socialisme et la matrice de tous les gros meurtres de masse du 19e et du 20e siècle, notamment le socialisme, le communisme, le nazisme, bon, tous cette racine
ils prennent tous source dans ce révolutionnarisme euh, qui s'est développé en premier en France et dans laquelle la franc-maçonnerie a joué. Alors maintenant, sur le papier, la franc-maçonnerie, ça m'a l'air d'être une, une sorte d'association qui, au cours de l'histoire, je connais plutôt l'italienne, historiquement, qui jouait pour une certaine liberté des peuples et liberté de conscience et de croyance, tout à fait comment dire, dans la lignée de l'humanitarisme et des Lumières. Alors ensuite, évidemment, si vous êtes catholique, réellement catholique, ou si vous êtes par exemple musulman, vous devriez détester ce genre de discours, puisqu'il va à l'encontre de ce qu'est la religion. Euh, on associe souvent franc-maçonnerie et et les juifs, on va dire pas les juifs religieux, les juifs émancipés. Possible, il y a sûrement une corrélation, il y a sûrement une volonté des juifs émancipés qui ont bien réussi au cours du 19e et du 20e siècle, parce qu'il y a des francs-maçonneries juives très puissantes, et qui ont bien réussi à utiliser ces mouvements intellectuels et je ne sais pas si on peut dire sociaux, mais et en même temps qui ont pu donner une partie de l'approche, comment dire, universelle et révolutionnaire juive dans ces mouvements. Mais encore une fois, hein, je connais ça de très très loin et il n'y a que l'année dernière où quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien d'ailleurs, m'a dit, tu sais, je suis franc-maçon. Ah bon, je ne savais pas. Mais il ne m'a pas recruté, il m'a pas... voilà. Alors après, on entend pas mal de choses sur la franc-maçonnerie. Alors, à haut niveau, on parle du 33e degré, comme quoi ce serait luciférien, satanique, machin, truc ça. J'en sais rien, moi, je connais personne. Alors, moi, ce que je sais, c'est que alors, d'abord, il y a différentes franc-maçonneries. Aux États-Unis, en Angleterre, peut-être que c'est une approche, je sais pas, on dit, je crois, écossaise, en tout cas avec des anglo-saxons à leur rencontre. Ça se rapproche beaucoup du Rotary Club avec finalement beaucoup d'actions de bienfaisance pour le bien public, de financement d'hôpitaux, d'ambulances, de machin, tout ce qu'on veut. Euh, Ça, c'est un fait. Ensuite, partout, ces clubs de réseautage, si on veut, avec plus ou moins d'ésotérisme et d'idées derrière, sont, je pense, pour la majorité des gens, des moyens opportunistes pour faire du réseau, des affaires. Voilà, l'homme est ce qu'il est, elle est comme il est, dans un monde qui se dilue de plus en plus. Avoir des réseaux, c'est utile, et donc beaucoup de gens, je pense, sont sincèrement dans cette approche opportuniste. D'autres sont sincèrement dans une approche spirituelle aussi. Probablement, ils se disent, bah, voilà, au fond, la franc-maçonnerie essaie de faire le bien de l'humanité, c'est les lumières, l'humanisme, etc. Peut-être, peut-être. Et à haut niveau, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être que cette thèse de 33e degré ou je sais pas quoi est vraie, ou peut-être que c'est du fantasme, mais je ne sais pas. Donc, et franchement, j'ai pas trop envie de le savoir parce que si c'est faux, ben voilà, ça m'avance pas. Et si c'est vrai, ça va m'énerver. Donc, j'essaie d'être zen. Mais ce serait bien que des gens fassent leur enquête. Alors, question un peu plus technique. Bonjour, j'ai deux choix de bad. L'une située dans le sud-ouest de la France, à 20 km de deux villes moyennes, où je travaille et je me prépare. L'autre commence à à y être intégré et à connaître du monde, notamment Gissas. Alors voilà, donc celle-là. L'autre, c'est la ferme de mon père dans l'Ariège, au pied des montagnes, avec beaucoup de terrain, des arbres fruitiers, etc. Mais j'y connais personne si ce n'est par l'intermédiaire de mon père. Que me conseilles-tu dans quelques circonstances, sachant aussi qu'il y a 150 km entre les deux? Alors, c'est toujours difficile de répondre comme ça parce que je ne sais pas la personne qui m'a écrit cette question, je ne sais pas son âge, sa situation familiale, le nombre d'enfants, son réseau, sa famille, etc. Mais voilà, les villes moyennes, 100 000, 60 000 habitants. Alors c'est vrai que à 20 km de villes de 100 000 et 60 000 habitants, il y a certains risques, mais ça peut être pas mal aussi. Bon, en général, le sud-est de la France, c'est bien. Bon climat, des gens un peu plus carrés qu'ailleurs, plutôt pas mal. Mais aussi pas mal de saloperies de gens hein, là-bas. C'est aussi, il y a beaucoup de racailles hein, dans le sud-ouest. Je sais pas, c'est le soleil ou je sais pas. Donc, je sais pas. Alors,
la ferme dans l'Ariège, dans les montagnes, ça c'est top. Ne pas connaître du monde, c'est pas un problème à partir du moment où on y passe du temps. Si on y passe du temps, on finit par connaître du monde. Alors, moi je sais que bon, ça fait partie de ma, ma personnalité et c'est un de mes défauts. Moi, j'aime pas choisir. J'aime bien toujours faire les deux. C'est-à-dire, quand on me dit, bon, je vais pas prendre un exemple avec les femmes, c'est vrai que si on me disait, voilà, bah, si je recevais par héritage deux fermes, euh, voilà, une où on chasse, où on est bien, on connaît du monde, et une autre beaucoup plus loin, et qu'on me les donne, voilà, j'ai hérité de ça, j'aurais tendance à prendre les deux. C'est-à-dire de dire, ben voilà, celle où je connais du monde, c'est mon plan A, où je travaille en ville, où je connais du monde, je développe mon réseau, et c'est ma base principale. C'est là où je pense que tout va bien. Et puis, la ferme avec le terrain à 150 mètres plus loin, 150 km plus loin, ben, j'essaierai d'y passer du temps, de la développer un petit peu, etc. Pourquoi pas la louer? Pourquoi pas la mettre en métayage ou de la louer? Ou pourquoi pas dire à des gens de votre réseau, de votre pensée philosophique qui correspond à la vôtre, de dire écoute, je te la loue pour pas très cher, tu t'en occupes, et c'est une ferme, et puis c'est un chouette coin de vie. Et la seule chose, c'est qu'on veut une chambre ou deux en fonction du temps pour ma famille, etc. Et donc vous faites un petit peu de revenus, mais c'est pas le but. Mais surtout, vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre ferme si ça va pas. Si tout va bien, bah, vous avez une bonne vie avec vos cercles d'amis, vous travaillez pas loin et tout ça. Si ça va mal, vous avez le choix d'être dans un coin où vous êtes entouré de gens que vous connaissez, il y a beaucoup de chasseurs, etc. C'est pas mal. Vous savez, un village avec 5 ou 6 chasseurs, il tient tête à pas mal de racailles, hein, parce que euh, il y a du savoir-faire, on connaît la région. Moi, je vois chez moi, à force de faire des balades dans la montagne, je connais tous les recoins, toutes les roches, tous les points de vue, tous les endroits où se planquer. C'est génial. Donc, les chasseurs, ils connaissent. Bref. Et puis, on n'est pas face à Al-Qaïda non plus, on n'est pas face à ISIS pour l'instant. Ça va. Et puis, bah, si même là, ça devient le bordel, à ce moment-là, on a un plan et on passe à la deuxième ferme dans laquelle on a entreposé, on a stocké, un peu planqué quand même, pour pas que les types qui sont là. Et voilà, et puis ça peut être une bonne opportunité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir aller dans une ferme comme ça dans l'Ariège et la développer et savoir que vous pouvez vous pointer si ça va mal. Mais il faut que ce soit des gens de confiance. Et la confiance, c'est quelque chose de très difficile à trouver dans notre monde. Alors, question suivante. Bonjour Pierrot, dans ta vidéo sur la Suisse pendant la guerre, tu as évoqué la possibilité de devoir quitter la Suisse. Si c'était le cas, avec ta situation familiale actuelle, dans quel pays irais-tu fonder ta nouvelle BAD? De notre côté, nous comptons quitter la Belgique à plusieurs familles relativement bien préparées pour aller vivre dans le même village du nord du Portugal. Grâce au télétravail, cela ne modifiera pas trop nos revenus. Ton avis? Alors, il y a deux questions. Tout d'abord, télétravail depuis le Portugal, dans un endroit où ça coûte pas très cher, où on est à plusieurs dans des familles, et donc je suppose que vous êtes d'origine ou avec des gens d'origine portugaise, c'est génial. Plan A, télétravail, etc. Et tu vas pas vivre dans le califat ou l'émirat de Molenbeek, quoi. Non, tu vas dans le très saint et très catholique Portugal, où les gens sont bien, où les gens, je discutais hier avec un Portugais, c'est génial le Portugal. Allez voir ma vidéo sur le Portugal, c'est un pays super. C'est un pays qui survivra. Et les Portugais survivront. Je ne suis pas sûr des Belges, je ne suis pas sûr des Français, je ne suis pas sûr même des Suisses. Alors pour les Suisses, bah on fera ce qu'il faut en Suisse. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai un plan C. C'est-à-dire, et si la Suisse devient pourrie par le gauchisme, ce qui est bien entamé, si la Suisse commence à devenir aussi merdique que la France ou l'Allemagne, ce qui est bien entamé, dans 10 ans, c'est plié, hein, la Suisse. Dans 10 ans, il faut se barrer. Donc, enfin, il faut se barrer ou se battre, mais c'est comme en France. Mais disons que la Suisse aujourd'hui correspond à la France des années 90. Donc, on a 30 ans de retard, mais on y va. On y va dans les joies et la bonne humeur du multiculturalisme et du gauchisme intégral et de la globalisation. Donc, bah après, si la Suisse tombe, putain, c'est un sacré truc. Après, il nous reste quoi comme pays de la liberté? Il nous reste la Chine, la Russie, le Japon, mais est-ce que nous sommes ethniquement acceptés dans ces pays-là? Et ça, c'est une question difficile. Donc, moi, je suis d'origine italienne.
Donc j'ai toujours l'option de revenir en Italie. Peut-être que l'Italie redeviendra un pays libre d'ici là. Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, c'est être flexible. Alors, un des choix qui paraît évident, c'est l'Europe de l'Est. Simplement parce que l'Europe de l'Est correspond encore à la France des années 50, correspond à l'Italie des années 50, correspond à la Suisse des années 50. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore ce globalisme. Avec, bien sûr, il y a ça. Évidemment, je fais un résumé là, parce que clairement, ils sont de plus en plus partie prenante dans l'OTAN. Il y a un risque de guerre avec la Russie important. Voilà, c'est compliqué. Donc, il faut rester flexible. Encore une fois, plan A, plan B. Personnellement, j'ai une deuxième et une troisième base. Je ne dis pas où. Alors, question suivante. Que penses-tu du trading et de ses potentialités pour générer de quoi se procurer une BAD en quelques années au lieu d'une vie avec un métier plus commun? Ah, ça c'est la question de je veux faire du fric vite. Et de tout temps, ceux qui veulent faire du fric vite, eh ben, il y a peu d'élus et beaucoup de candidats. Alors moi j'ai fait du trading dans les années 90, mais j'ai eu de la chance. J'étais dans la bonne direction, c'est-à-dire que où que je mise, Netscape, je remonte à loin quand je vous dis Netscape, c'est 92, 93, 94. Puis bien sûr Oracle, Cisco, Sun à l'époque, etc. J'ai fait des culbutes de dingue. J'ai aussi beaucoup perdu pendant le crash de 2001. Mais bon, c'est comme ça que je suis devenu un millionnaire à 27 ans. Et je parle de dollars à l'époque. Dollars de l'époque qui valaient une fois et demie des dollars de maintenant. Bref, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Plan A, plan B. Si ça, c'est ton plan B de revenus, ouais, si tu as un peu de sous à mettre et que tu veux faire du trading, et que tu sais ce que tu fais, ouais. Mais moi, je connais des professionnels qui ont perdu leur chemise. J'ai un très très bon copain, un Marocain, euh, qui a fait pendant longtemps, qui a beaucoup travaillé dans le Forex, et qui à la fin a pris une grosse gamelle. Et c'est un type super, hein, c'est un type intelligent, il sait ce qu'il fait, etc. Mais à un moment, le marché est plus fort que toi. Et moi-même, je vais prendre un exemple. Si j'avais, heureusement que j'investis pas trop en bourse, mais si j'avais suivi mon propre conseil interne, c'est-à-dire, pour moi, le dollar allait s'effondrer dans les années 2000. Et il devrait s'effondrer. Pourtant, il monte. Pourtant, il n'a pas arrêté de monter depuis 10 ans. Donc, si j'avais joué contre le dollar, je me serais fait plumer. Heureusement, je ne joue pas là-dessus. Mais j'en discutais hier avec une amie égyptienne qui habite ici à Genève, qui travaille dans un. Enfin, probablement, vous voyez qui c'est. Mais, et on disait, on s'est planté hein, sur le dollar. Elle aussi, elle avait écrit un livre sur quoi le dollar allait se viander. Moi, je l'avais abondamment cité dans le mien. Et pour l'instant, ben, on a eu tort. Parce que c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Il y a de plus en plus de liquidités et pourtant la monnaie ne perd pas de valeur. Au contraire. Alors c'est vrai. Il y a 14 porte-avions, une force de frappe nucléaire, une armée présente dans 200 pays du monde. Ça pèse dans les rapports internationaux. C'est comme ça. Donc faites gaffe avec les métiers où on gagne vite. Généralement, il faut avoir vraiment de la chance ou bien tomber. Et il y a beaucoup d'élus et peu de prétendants, et beaucoup de prétendants et très peu d'élus, comme on dit. Alors, la Russie, alors ça c'est en fait une suite à la question précédente. La Russie serait-elle ton premier choix au vu de sa relative indépendance et autonomie énergétique? Et si oui, quelle région privilégierais-tu? Alors la Russie, oui, je l'ai écrit dans mon livre en russe, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur la Russie. La Russie, c'est extraordinaire, il y a de la place, il y a des ressources. La Russie sera là dans un siècle. Le problème, c'est qu'il y a ce risque de guerre avec les États-Unis. Et donc j'éviterais les régions, si je montais une BAD en Russie, j'éviterais les régions proches de bases militaires, proches des grandes villes. Et donc, votre plan A, il sera difficile en Russie, parce que, à moins de faire du télétravail, effectivement. Et puis, les campagnes en Russie, c'est rustique, hein. C'est pas les campagnes françaises. C'est vraiment rustique. Mais c'est sympa. Après, est-ce que vous êtes russe? Est-ce que vous parlez russe? Est-ce que vous allez être intégré? Parce que les Russes sont capables de violence, hein. Aujourd'hui, tout va bien, ils sont cool. Mais vous avez une jolie ferme, vous avez investi de l'argent. Si vous n'êtes pas lié aux gens du coin, si un jour ça va mal, toi, à l'étranger, tu nous files ta baraque maintenant, et c'est fini. Donc, faire gaffe à ce genre de choses. Faut faire très attention à ce genre de choses. Question suivante.
Alors, tout d'abord, bonjour Pierrot, merci pour cette formule de questions-réponses. Question autour des enfants et des armes. Afin de susciter un intérêt une fois plus grand tout en évitant de développer de la peur, de la fascination, quels apprentissages, à quel âge, par quel biais avez-vous un retour d'expérience à ce sujet? Question subsidiaire, est-il pertinent de laisser jouer avec des armes en plastique cow-boy, policiers, miliciens, ou bien y a-t-il un risque de créer une confusion avec ces comportements inadaptés par la suite avec des armes réelles? Excellente question. Ça mériterait une vidéo en soi et je la ferai peut-être. Alors j'ai 4 enfants, et pour chacun, en fait, j'ai commencé petit, euh, vers l'âge de 3, 4, 5 ans. J'aurais dit, parce qu'ils voient bien que je vais au stand de tir, je reviens, je nettoie mes armes, etc. Alors je fais ça plutôt dans mon bureau, mais... et à chaque fois, je leur ai montré, je veux dire vers 3, 4 ans, je leur ai montré les armes. Je leur ai dit, voilà, voilà mon fils, ou ma fille, ça c'est un pistolet, ça c'est un fusil. Tu vois, c'est des armes, vas-y, touche. Alors ils touchent, ils regardent, alors évidemment tu sécurises, machin, tout ça, il n'y a pas de mine, etc. Tu touches et tu leur dis, voilà, ça c'est seulement pour les adultes. Et quand tu seras un peu plus grand, avec papa, je t'apprendrai à l'utiliser. Mais tu touches pas. Elles sont dans un coffre, ils savent, ils n'ont jamais essayé d'ouvrir le coffre, ils ont jamais... Tout va bien. Mais parce que pour eux, c'est... Ouais, ils sont habitués. Je veux dire, ouais, bah c'est un fusil. Et alors, c'est un outil, c'est comme le marteau. Ils vont pas essayer en 12 d'aller jouer avec le marteau, parce que là aussi, j'ai fait pareil. Tu vois. Ça, c'est un marteau, ça, c'est un tournevis, c'est dangereux, fais gaffe. Et puis plus tard, un peu plus grand, je leur ai expliqué à quoi ça sert vers l'âge de 5 ans. Je commence à leur dire, tu sais, l'arme c'est un outil, ça peut servir à chasser pour apporter de la nourriture. Alors les enfants ils disent, ah j'aime pas qu'on tue les animaux, tout ça, très bien. Et puis je leur explique aussi, bah, c'est en cas de guerre, nous devons défendre notre pays, etc. Mais je reste toujours très neutre parce que je me plains d'être endoctriné par les saloperies de médias et globalistes. Je ne vais pas commencer à endoctriner mes enfants. Donc, simple. Et donc, à ce moment-là, plus tard, je leur prends vers 5, 6 ans, comme ça, on va dans un endroit où on peut le faire, et je prends une petite carabine à verrou en 22 long rifle, je leur explique les règles de sécurité, ils le savent par cœur, voilà ce qu'on a le droit de faire, voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire, et puis on tire. Et ils se rendent compte que c'est super facile, et puis c'est rigolo. Alors évidemment, je tire à, je sais pas, à 10 mètres, mais ils touchent leur petite cible métallique, bing, bing, et ils sont tout contents. Et ils voient que c'est facile, ils voient que c'est pas très compliqué, alors carabine, hein, on est d'accord. Et puis, bah, après, c'est à vous de voir si c'est OK d'en faire régulièrement, etc. Et puis quand ils seront plus grands, si vous avez la chance d'être dans un pays comme la Suisse où vous avez ce qu'on appelle des jeunes tireurs, c'est-à-dire que l'armée encadre des cours pour l'initiation au tir des enfants à partir de... Ça dépend des cantons, ça peut commencer à 12 ans, mais généralement c'est 15, 16 ans. 14 ans en tout cas, ou 16, je ne sais plus. Et puis, ça dépend des cantons. Et donc, à ce moment-là, bah, ils peuvent aller faire une année où, de temps en temps, le samedi matin, ils vont apprendre les règles ils vont réapprendre les règles de sécurité. Ils vont apprendre la manipulation, le démontage, le remontage, le nettoyage, et puis le tir. Alors, c'est du tir standard suisse, hein, c'est du 300 mètres, avec des pamires, avec le bruit, etc. Mais ça leur donne une certaine discipline et ça leur montre aussi que ce ne sont pas les enfants d'un taré qui leur apprend à utiliser des armes. Ça fait partie d'une institution dans notre pays d'apprendre à tirer, de tirer correctement et de tirer juste et de viser bien. Voilà. Donc, voilà. Les armes en plastique, je déteste ça. Justement parce que les enfants vont être là, bing, 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 et donc on se tire dessus. Bah forcément, on se tire avec les nerfs, les machins, etc. Alors heureusement, alors moi je déteste. J'ai tenu le coup avec 3 de mes gosses pour qu'il n'y ait aucune arme en plastique à la maison, jamais. Donc un truc de gauchiste, hein, tu vois. En revanche, le dernier c'est un vrai ultra testostéroné, quoi. C'est comme moi. Donc c'est un gamin ultra excité, bing bing bing. Alors lui, il prend une cuillère, il te la met, il fait bing bing bing. Alors bon, alors lui il a un nerf et il me le dit et on lui dit tu tires pas sur les gens et il tire sur les gens. Alors bon, alors je lui dis écoute, chez moi tu tires sur les fesses ou sur mon bide, mais tu vises pas la tête au moins. Mais bon, voilà, j'espère que j'arriverai à lui faire comprendre en temps voulu la différence. Mais voilà, il y a des enfants qui sont. Alors, les filles en général ne sont pas très intéressées par des pistolets en plastique, des trucs. Et les garçons, c'est variable. Il y a des garçons très intéressés et d'autres pas du tout. Et mon aîné n'était pas très intéressé.
Euh, et pourtant, il tire très bien au fusil d'assaut à son âge. Il se débrouille très très bien, 300 mètres. Enfin, de toute façon, tout le monde qui a fait une formation se débrouille bien au fusil d'assaut à 300 mètres. C'est pas... mais c'est bien. Et, euh, et le petit de 5 ans, bah, pour l'instant, il joue avec son nerf. J'aime pas ces jeux, mais bon, c'est comme ça. Ok, question suivante. Le QI moyen en Extrême-Orient est plus fort qu'en Europe. Pas de beaucoup, mais c'est vrai. Pourtant, ce sont les Européens qui ont su, durant des siècles, s'imposer dans la majeure partie du monde. Alors, si le QI n'est pas le facteur déterminant, quelles sont les autres qualités dont ils ont su faire preuve pour y parvenir? Aujourd'hui, requiert-elle celle-ci et ferait-il la différence entre... ou alors le contexte a changé? Alors, le QI n'est pas tout. Il faudrait faire une vidéo d'1 heure sur qu'est-ce que le QI, comment... C'est probablement le test le mieux et qui a été fait le plus souvent dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est, je veux dire, les gens qui disent oui, mais le QI, c'est indiscutablement corrélé avec le succès personnel, quel que soit le critère. Et il est inversement corrélé. Donc si vous avez un QI bas, il est également corrélé avec votre échec personnel, la criminalité, la bêtise, enfin bref, tout ce qui fait que vous allez planter avec l'alcoolisme, machin, etc. Alors, le seul bémol auquel je mettrais, c'est que le QI ne mesure pas le bon sens. Parfois, c'est. euh, et qu'un individu de haut QI ne veut pas dire grand-chose. En revanche, une société où la moyenne est élevée va réussir immensément mieux qu'une société où la moyenne est basse, y compris quand ce sont des ethnies similaires. On le voit dans certains pays du monde où on a des pays qui réussissent mieux que d'autres, simplement pour quelques points de QI supplémentaires. C'est gigantesque. Donc en fait, je veux dire, moi j'ai l'impression, je veux dire, la moyenne des Européens c'est de 100, j'ai l'impression de voir des singes. Alors je te dis pas des gens qui ont une moyenne de 70, quoi. C'est, enfin bon, bref, quoi. C'est très très dur, hein. En plus, la corrélation, c'est qu'en fait, autant quand tu montes en QI, tu peux imaginer ce que c'est que des gens beaucoup plus bas que toi, mais les gens qui sont beaucoup plus bas que toi, ils ne peuvent pas imaginer comme t'es toi. Et souvent, d'ailleurs, il y a comment dire, une sorte de théorème dont le nom m'échappe, qui est Kruger-Dunning effect. C'est l'effet Kruger-Dunning, qui dit que plus tu es bête, plus tu penses être intelligent. Parce qu'en fait, tu peux pas savoir ce que c'est que l'intelligence. Et donc, c'est pour ça que tu as des gens parfois complètement cons qui sont super arrogants et qui viennent et qui disent oui, mais moi. Et, et tu vois tout de suite, c'est des abrutis. Le problème, c'est que souvent, euh, le problème, c'est la basse intelligence et le haut testostérone chez les jeunes mâles. Le type très intelligent avec beaucoup de testostérone, il est hyper dangereux. Mais un groupe de gens très bêtes et avec beaucoup de testostérone, ils sont dangereux pour eux-mêmes en plus d'être dangereux pour les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que les prisons sont remplies de gens à bas QI. Alors, ce qui est, là aussi, en dessous d'un certain QI, t'es tellement con que t'es pas capable d'être dangereux et de criminel. C'est-à-dire en dessous de 70, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, t'es trop con. C'est pour ça que dans beaucoup de pays d'Afrique, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de criminalité, en fait. C'est parce qu'ils n'y pensent pas, et puis tant mieux, et c'est très bien. Et ils ont le droit de vivre chez eux, je respecte tout à fait leur droit de vivre dans leur pays et avec leurs coutumes. Mais 80, 85, là c'est t'es encore trop con pour comprendre que le crime ça t'amènera à rien, mais t'es déjà suffisamment au-dessus de l'humain, enfin t'es déjà au-dessus de l'animal pour comprendre que tu peux quand même essayer d'aller braquer des trucs et trouver des outils et taper les gens avec, quoi. Mais quand même, comme t'es con, tu vas te faire choper et tu finis en prison. Donc les prisons sont pleines de gens qui ont 80, 85 de QI. Et les gens qui ont plus, ben, généralement, ils vont pas en prison ou alors ils trouvent des crimes vachement élaborés. Généralement, ils créent des banques. Quand tu es à haut niveau, tu fais une banque, puis c'est beaucoup plus simple que tu vas pas en prison. Ou je veux dire, à niveau moyen, je veux dire, entre 100 et 105, tu fais de la politique. Et puis quand tu deviens vraiment intelligent, à partir de 120, 130, ben, là, tu commences à créer des banques, à faire des trucs beaucoup plus élaborés, etc. Et tu achètes les politiciens. Voilà. Mais c'est des moyennes, hein, c'est des moyennes. Alors, pourquoi l'Asie a réussi moins bien? Alors, moi, je prétends que l'Asie n'a pas réussi moins bien. D'abord, l'Europe est une anomalie géographique. C'est pas normal que
enfin, une péninsule asiatique aussi petite, avec des gens qui n'arrêtent pas de se taper entre eux, qui a failli se faire bouffer 2, 3 fois par l'islam. Euh, on va parler après la chute de l'Empire romain, parce que les anciens empires ne sont pas vraiment européens, même l'Empire romain, on ne peut pas parler d'une civilisation européenne, c'est une civilisation méditerranéenne qui certes pendant longtemps a été avec des gens de souche européenne, mais qui était complètement orientée sur le Proche-Orient et donc dans une certaine euh, suivi des grandes civilisations qui commencent à Sumer, avec ensuite Babylone, les Perses et toutes les variantes, l'Égypte bien sûr, avant même, etc. Et donc on ne peut pas vraiment parler de civilisation européenne, bien que ce sont des gens, l'Égypte ancienne, les Sumériens, les Babyloniens, c'est des Indo-Européens, c'est pas des Arabes. Les Perses, c'est des Perses, c'est des Ariens. Enfin, eux-mêmes se disent Iraniens, enfin, Ariane. Bon, mais c'est pas une question de supériorité ou quoi, hein, faut pas. Mais certainement, il y a un aspect génétique qui compte. Alors, les Asiatiques sont proches des Européens génétiquement, beaucoup plus proches que par exemple les Européens les Asiatiques ne le sont par exemple des Africains. Aujourd'hui, on pense de plus en plus que en fait, l'être humain, probablement, les premiers hominidés sont sortis d'Afrique, mais ils ont évolué. Alors, une partie a évolué en Afrique d'une certaine manière, une partie a évolué quelque part en Asie d'autres manières, et puis il y a eu des dérives génétiques en Europe, d'autres en Extrême-Orient, etc. Et qu'à un moment, les hominidés très évolués se sont ensuite répartis partout. Certains sont revenus en Afrique et se sont mélangés avec les hominidés qui s'étaient développés en Afrique. D'autres sont repartis en Europe et se sont remélangés avec ce qu'on appelait les Néandertals. Et d'autres sont partis. Mais en fait, la dérive, enfin, je veux dire, il y a plus de proximité génétique entre un Asiatique et un Européen qu'entre un Européen ou un Asiatique et un Africain. Mais ça ne veut rien dire par rapport aux compétences et à la qualité des gens et même à l'intelligence. Euh, Frédéric Delavier, dans son livre, émet quelques théories assez intéressantes sur le fait que l'Asie euh, a, a utilisé son QI assez élevé et son intelligence dans des structures très centralisées, très directives depuis un point central. Donc, cela évidemment limite l'innovation. Je pense que c'est recevable comme théorie, mais enfin, quand tu visites les musées d'histoire en Chine, tu te rends compte que les mecs, ils avaient 1000 ans d'avance sur les Européens pendant longtemps. Ils faisaient de la porcelaine en 1000 avant Jésus-Christ ou 2000 avant Jésus-Christ qu'on n'a pas su faire en Europe jusqu'au 10e ou 15e siècle. Enfin, ça, c'est un exemple. C'est un exemple parce que ma femme fait de la poterie comme hobby. Et donc, elle en connaît un rayon et elle m'explique, bah voilà, les mecs, ils faisaient des trucs qu'on ne sait pas faire. C'est récent. La porcelaine de Limoges, eux, la faisaient il y a 3000 ans. Quoi. Donc, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire en Chine. Ils ont découvert la poudre. Alors certes, ils ne l'ont pas utilisée comme nous. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'arrêtait pas de se taper entre nous en Europe qu'on a développé cette inventivité, cette créativité, surtout après le Moyen Âge, où en fait on s'est dit, on va tout utiliser Et puis on a toujours été en guerre face à des ennemis extérieurs. Alors les Chinois aussi, ils ont construit une grande muraille. Nous, on a mis nos villages dans des montagnes pour pas que les musulmans nous volent nos femmes et nos enfants et les mettent en esclavage. Donc on a été sous la pression des conflits sans arrêt, et peut-être beaucoup plus qu'en Asie. Je parle de l'Asie, Chine-Japon. Hein. Et puis ensuite, il y a des choix culturels. Lorsque le Japon décide maintenant on va s'isoler, on ne veut pas parler aux étrangers, la Chine a fait le même choix au XVe siècle, eh bien l'innovation et les échanges culturels qui sont bénéfiques pour la créativité, ben, ils ont baissé. Mais je pense que la Chine a été beaucoup plus avancée que l'Europe pendant toute l'histoire, sauf du 15e au 20e siècle, au 21e siècle jusqu'à maintenant. Et là, ils rattrapent et ils reprennent leur place parce qu'ils ont compris qu'ils ont pris le bon qu'il y a en Occident, c'est-à-dire le libre marché, la capacité à innover, etc. Alors, est-ce qu'ils vont être capables d'être aussi innovants que les Européens? Je ne sais pas. Je pense qu'ils pêchent encore. Ils ont un côté un peu rigide, mais ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont l'avantage
ils savent travailler en famille, ils savent travailler en clan, ils ont un concept très fort d'appartenance ethnique. Et puis ils ont la masse. Et puis eux, ils savent eux, ils osent dire et faire ce que nous, en Europe, on n'ose plus dire et faire parce qu'on se fait taper sur les doigts si on finit en tôle, si on le dit, on le fait. Eux, ils n'ont rien à foutre. Donc ils sont en train de faire des bébés. Là, ils ont fait des bébés. Ils ont annoncé, oui, on a fait des travaux, on a bistouquillé un peu la génétique du bébé pour qu'il soit résistant au sida. Tu parles. Ils disent, oh, c'est marrant. Ils ont une très grande intelligence ces bébés qu'on a tripatouillés. Oh, comme c'est par hasard. Ah bon, on savait pas. Tu parles. En fait, c'est ça qu'ils cherchent. Et accessoirement, ils leur donnent d'autres avantages. Mais ils sont en train de tester, de changer l'être humain et de faire des êtres humains objectivement supérieurs sur certains critères, notamment celui de l'intelligence. Et ils sont pas cons, hein, ils ont compris que l'avenir c'est ça. Eux, ils se mélangent pas avec des gens qui ont 70 de QI. Hein. Bon, en même temps, en Europe non plus, hein, c'est juste les pauvres qui sont obligés de se mélanger ou les gens qui ont été lobotomisés par les médias, mais la plupart des gens, ils se mélangent pas du tout. Ils n'ont pas envie. Instinctivement, ils savent très bien que les gens, ils doivent rester. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a énormément. Euh, je pense que le QI chinois, en fait, et encore plus le japonais, il a aussi été utilisé pour, par exemple, les Japonais, ils sont partis dans le raffinement, dans l'art, jusqu'à la révolution Meiji. Bon, ils étaient tranquilles, et puis voilà, leur intelligence a été focalisée sur l'art de la cuisine, l'art du thé, l'art de se battre à l'épée, etc. Et puis ils ont oublié qu'il y a un reste du monde. C'est pour ça que c'est le problème J'avais cette discussion avec Varg Vikernes, qui disait en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on redescende comme civilisation à un truc super rural. Comme ça, il n'y a personne qui viendra nous faire chier. Oui, il n'y a personne qui viendra prendre des allocs puisqu'il n'y aura pas d'argent. Mais quand tu es cul nu dans un village, regardez les Africains, dès que tu as un pays plus puissant qui arrive avec un bâton tonnerre, il te fait la peau, il te met en esclavage. Donc, tu vois, c'est compliqué. On est quand même dans une compétition, dans une course. Quitte à ce que cette course nous amène vers l'abîme, ben, on est obligé de courir. Parce que si tu t'arrêtes, l'autre qui court, il te massacre. Donc c'est compliqué ça. Et puis, c'est pas nous qui décidons. Donc voilà. Question. Bonjour Pierrot, je voudrais savoir si vous allez faire plus de vidéos sur la BAD, le quotidien dans sa BAD, les travaux et tout le reste. Oui, probablement. Alors là, on sort de l'hiver. Donc là, par exemple, j'ai des vacances après Pâques. Je vais passer pas mal de temps dans la ferme. J'ai plein de plans pour changer, creuser, faire des réservoirs d'eau. Mais vous savez, parfois, j'en parle pas parce que je me sens très humble par rapport à d'autres. Il y a des chaînes, permaculture, machin, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires. Et je me dis, mais si je monte mes 4 mètres carrés que je travaille, c'est pas intéressant, quoi. Et peut-être que je devrais quand même le faire. Donc voilà. Alors, John, cher Pierrot, donnez-vous parfois des stages pour débuter le tir dynamique adapté pour des tireurs sportifs de niveau moyen. Sinon, avez-vous des recommandations pour telle formation en Suisse romande? Alors, j'ai fait une formation de formateur de tir et je le fais auprès d'amis proches, mes enfants, etc. Mais en fait, il y a pas mal aujourd'hui, il y a pas mal de, d'entreprises, de sociétés qui vont vous faire des cours de tir dynamique et qui s'adaptent à des tireurs, on va dire, débutants ou moyens, il n'y a pas de souci. Ou même si vous êtes un tireur sportif de très haut niveau, vous allez découvrir que le tir dynamique, c'est autre chose. Non seulement il faut tirer juste, ce qui est la chose la plus importante, mais il faut tirer juste vite. Et là, bah, allez voir, il y a plein de formations en Suisse, en France, en Pologne, dans plein d'autres pays, en République tchèque, en Croatie. Il ne faut pas hésiter, il faut les faire, c'est vraiment bien, vous allez apprendre à chaque fois. Et il y en a qui vous prêtent des armes, il y en a qui vous font tout de A à Z, donc, mais perdez pas de temps, hein, les lois deviennent de plus en plus chiantes sur ce truc. Je ne suis pas sûr qu'en 19 mai, les Suisses vont sauver notre démocratie en votant contre cette nouvelle loi sur les armes. Je crains le pire, mais voilà, on va en parler plus tard. Salut Pierrot, que penses-tu de l'ombre qui s'élargit de plus en plus sur notre Suisse avec l'accord 4 qui se profile à l'horizon? Ah bah voilà, tiens, intéressant. Mais je pense que les classes dirigeantes politiques et économiques suisses ont décidé de se soumettre à l'Union européenne, alors que l'Union européenne est en train de mourir. Ça montre à quel point chez nous aussi, nous avons des élites débiles.
Et elles le font pour du fric, elles le font pour de l'argent à court terme. Elles se disent, ah, on va pouvoir maintenir nos avantages économiques ou les augmenter, mais ce faisant, on va détruire un pays extrêmement sûr et prospère. Et, euh, et en fait, ils veulent détruire ils vont détruire la poule aux œufs d'or. Donc, va falloir se battre, va falloir essayer de convaincre le maximum de gens autour de nous, mais je vois que c'est difficile, parce que non pas que les gens ne comprennent pas les arguments, mais les gens s'en foutent. Les gens me disent, oui, mais de toute façon, par exemple, le 19 mai, nous devons voter sur l'acceptation par la Suisse d'une loi qui n'est pas très intelligente, qui est assez mal faite concernant les armes, qui est une loi européenne, et que la Suisse a accepté de fait, sans réfléchir, sans discuter, sans rien, simplement parce que nous avons des accords, effectivement des accords cadres entre la Suisse et l'Union européenne. Euh, mais rien ne dit que nous devons accepter toutes les lois de l'Union européenne comme ça. Et puis merde, nous sommes un pays souverain et visiblement nos élites ont trahissent. Alors bon, si vous voulez mon avis sur ce qu'on devrait faire aux traîtres, ben, voilà quoi. Simplement, c'est pas moi qui va commencer. Donc voilà. Je pense que la Suisse est en train de se suicider, elle aussi. Et ah bon, alors peut-être que l'Union européenne va exploser en vol et que de toute façon après tout ça c'est permis. Mais comme on est assez rigoureux en Suisse, on serait capable de continuer à appliquer des règles européennes alors que l'Europe n'existera plus. Parce on a ce côté un petit peu concon hein, sur ça, les Suisses. On est un peu trop. Voilà, il manque de l'influence italienne du bordel, quoi. On est trop rigide par rapport aux lois et trucs. Et quand les classes dirigeantes sont achetées, littéralement achetées et trahissent, c'est très compliqué, c'est très très difficile. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on aura un sursaut démocratique ce 19 mai et que ces lois seront rejetées, j'espère. Mais à mon avis, c'est pas gagné sur ce coup-là. Dernière question. Bonjour Pierrot, merci pour ces partages. Comment considérer le métier d'architecte dans la perspective de la dégradation lente mais réelle du monde économique, sociétal, énergétique et environnemental? Et pour la question de l'après, avantage de la connaissance en construction avec des matériaux simples et basiques, théoriques mais pratiques également, par rapport à un métier tertiaire, réorientation et connaissances utiles quand, pendant et après. Pour ma part, je m'oriente déjà peu à peu pour les trois. Question longue, mais thème peu abordé. Ah, ben en fait, j'ai pas mal de fans ou de lecteurs qui sont architectes. Et dans ma belle famille, tout le monde est architecte. C'est assez rigolo. Alors, le... c'est compréhensible parce qu'en fait, dans l'architecture, on est en fait assez avant-gardiste par rapport aux matériaux, par rapport aux modes. Et aujourd'hui, il y a une grande, je ne sais pas si on peut dire le mot mode, mais il y a une grande tendance vers l'utilisation de matériaux neutres, vers l'utilisation de modèles de construction qui économisent de l'énergie, parce qu'on est bien conscient, d'abord c'est un environnement, là c'est un monde tertiaire, donc en général un peu bobo, donc sensible à l'écologie, et dans ce sens c'est bien, qui donc essaye de réfléchir à comment limiter les coûts d'utilisation. Et puis c'est une demande des clients, c'est une demande de la population de dire ah bah j'aimerais une maison énergétique en tout cas les nouvelles constructions, sans même parler des normes qui obligent à cela. On demande des nouvelles constructions qui soient, alors en Suisse ça s'appelle les normes Minergie, euh, avec une isolation efficace, un chauffage qui par exemple n'est plus électrique. Le chauffage électrique qui était à la mode dans les années 70, la fin des années 70 n'est plus est interdit aujourd'hui. Euh, et donc il y a même des architectes, j'en connais, qui sont allés étudier en Afrique des modèles très intelligents. Oui, en Afrique, on a des gens intelligents, il n'y a pas de souci, qui ont développé traditionnellement des maisons à flanc de colline pour essayer voilà, de garder, d'avoir des inerties thermiques à la fois pour réchauffer quand il fait froid et à la fois pour refroidir quand il fait chaud, avec des ombres, avec l'ombre des arbres, etc. Il y a toute une sorte il y a plein d'excellentes, d'excellents développements traditionnels de par le monde que les architectes étudient. Et donc le concept de l'effondrement ou un monde plus frugal et plus difficile est quelque chose qui est étudié par cette profession. Et donc ils s'intéressent, et donc ils lisent mes livres, et en général ils aiment bien parce qu'ils disent ah oui, mais alors en fait, t'es pas du tout un extrémiste, facho, machin, tout ça. En fait, t'aimes bien la liberté, t'aimes bien le. Je dis ouais, mais c'est pour ça qu'on dit que je suis facho, parce que j'aime bien la liberté. Aujourd'hui, quand vous aimez la liberté, vous êtes pour la liberté d'expression et que vous êtes
vous êtes plutôt voilà, pour la liberté, mais pour la nation, ben voilà, vous êtes facho, extrême droite, machin, tout ça. Mais de toute façon, on n'en a rien à foutre. C'est un peu comme si une chèvre me traitait de facho. J'en ai rien à foutre ce que pense une chèvre. Donc les gauchistes et les autres et les médias, j'en ai rien à secouer. J'ai pas besoin d'eux pour vivre et ils seront plus là dans quelques années. Donc j'en ai rien à foutre. Ils sont déjà morts. Euh, Quant aux architectes, encore une fois, plan A, plan B. Moi, je pense que c'est un bon métier. Euh, Ça vous donne pas mal d'heures libres pour faire autre chose. Ça vous permet aussi de développer je connais des architectes en France, en Suisse, en Italie, qui sont partis sur le concept de BAD. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais en gros, ils arrivent en disant, voilà, nous, on propose des petites maisons, plus ou moins petites, avec plus ou moins de possibilités d'autonomie, avec des serres intégrées, donc des grandes baies vitrées avec une partie pour, à l'intérieur de la maison, faire un jardin d'hiver avec des plantes, etc. Et qui offre ça comme, avec évidemment une certaine panoplie. Et c'est vachement plus intéressant que des maisons Bouygues. Hein, je veux dire, c'est, euh, c'est pas mal. Alors après, il y a toutes les gammes de prix. Ça va de la tiny house que certains architectes se spécialisent à modifier pour la rendre peut-être plus durable et plus efficace. Bon, c'est petit, hein. Et d'autres qui ont des projets beaucoup plus grands. Et quant aux gens très riches, de plus en plus, ils intègrent dans leur superbe villa, machin, tout ça, euh, la production d'électricité, l'autonomie, en tout cas énergétique. Pour l'eau et la bouffe, ouais, la terre est basse, comme on dit. Hein, ils ne veulent pas trop se fatiguer non plus. Mais enfin, les filtres à eau, tout ça, des piscines naturelles, par exemple, ça se fait de plus en plus, même voilà, dans des projets, on va dire, de gens très, très fortunés. Et j'en connais. Donc ça, ce sont des évolutions intéressantes que l'on voit arriver. Et je pense que le métier d'architecte, dans ce monde-là, est bien. Alors après, si vous êtes architecte de construction de gratte-ciel et de... Voilà, si vous bossez chez Herzog et de Meuron, bon, bah ok, continuez à faire ça, gagnez bien votre vie, et puis à côté, vous faites votre bad pour vous et votre famille. Mais en tant que métier, à mon avis, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses sympas à faire. C'est un beau métier, l'architecture. Ça a été un petit peu dévoyé par le côté artistique, genre... mais on en revient. Je pense que c'est un monde qui en revient du côté design artistique trop cool, vachement avant-gardiste, puis en fait, c'est de la merde dans son fonctionnement. Je le sais, la maison de mes parents est comme ça. Elle avait été faite par un architecte qui était assez original et qui... Je veux dire, mais la cheminée, elle marche pas. Elle tire pas. Je veux dire, le mec, il a fait l'âtre, la cheminée, je sais pas, là, et le trou de la cheminée, il est là. Et donc, quand tu crames ton truc, ça fait de la fumée. Et on lui avait dit, je me souviens, j'étais gamin, on avait dit à l'architecte, mes parents m'avaient dit à l'architecte, ouais, mais la cheminée, elle marche pas. Il me dit, oui, mais elle est jolie. Et bon, mais voilà, on en revient de ce genre d'architecture. C'est fini, ce genre de mec qui faisait des trucs design, mais qui marchaient pas. Ouais, chez mes parents, il y a des grandes baies vitrées, etc. Mais s'il y en a une qui pète, le, le climat de dehors, il vient dedans. Regardez les vieilles maisons, à part qu'ils ne savaient pas faire des grandes vitres. Mais, mais elles avaient des petites vitres. Parce qu'une petite vitre qui pète, tu la remplaces facilement et tu la bouches. Tandis qu'une grande baie vitrée de 4 mètres sur 2, alors ok, c'est du triple vitrage, c'est super solide, hein, tu peux y aller hein, pour la péter. Mais ça se pète. Et puis au bout d'un moment, les joints et le silicone qui fait tenir, ils cèdent. Et puis au bout d'un moment, bah, ça finit par ne plus fonctionner. Donc voilà, est-ce que dans 50 ans, on sait réparer ce genre de truc? Je suis pas sûr. J'ai pas mal de clients à qui j'ai fait la remarque. Tu arrives chez eux, ils ont une belle maison avec une vue magnifique sur le lac Suisse, sur le lac Léman, là. Et une monstre baie vitrée magnifique et splendide, avec la vue, etc. Alors ouais, c'est génial. Mais je lui dis, mais tu sais comment remplacer ta vitre? Ah oui, mais j'appelle machin, il me la remplace. Puis même aujourd'hui, il faut des mois pour commander ce genre de vitre pour remplacer. Parce que c'est sur mesure, c'est du travail de haute technologie de fabriquer des vitres de 4 mètres sur 3. Ou 2, pas 4 mètres sur 2, je sais pas. Ou même plus, c'est cher. Et, euh, et ils n'en ont pas en stock comme ça, donc ça se fabrique. Alors on sait faire, etc. Mais aujourd'hui et demain. Alors qu'une petite vitre grande comme ça, où tu en as 4 et ça fait un carreau de fenêtre, et tu as deux fenêtres pour faire deux battants pour faire ta fenêtre de chalet, et tu en as 8 sur le chalet, sur ta ferme, ou peu importe. Ça, on sait faire depuis des siècles. Et on saura encore faire longtemps.
enfin, à moins que les chances pour la France nous apportent leur savoir-faire fantastique. Non, mais je suis méchant, mais ils savent faire si on leur apprend, il n'y a pas de problème. Mais bon, ils savent moins bien faire. Ils savent moins bien terminer, puis ils savent moins bien finir, ils savent moins bien maintenir. Bon. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, c'est terminé. Préparez-vous et à bientôt.